On va débuter avec une première conférence. Je vous l'ai mentionné en ouverture, cette année, la thématique du forum porte sur l'importance de l'évaluation de la balance bénéfice-impact. Donc ça, c'est un équilibre très délicat qu'il faut considérer à toutes les étapes de la trajectoire de soins. L'objectif de notre présentation, ce sera de voir les différents éléments qui pèsent dans la balance et de souligner l'importance du dialogue et de la collaboration entre le patient et son équipe de soins pour cheminer vers des décisions partagées. Je vous invite à accueillir Nabil Amraoui, médecin résident et bénévole à la Fondation, qui va démystifier tout cela pour nous. Nabil. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? OK, d'accord. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Nabil, c'est ça, médecin résident. Moi, je suis ici pour vous parler de la prise de décision partagée. En fait, dans le parcours de vie, dans le parcours oncologique d'une personne atteinte de cancer, ce parcours va être jalonné de prises de décision qui vont être la source de préoccupations majeures, bien évidemment. Heureusement, la personne, vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Vous allez être accompagné, guidé et conseillé par votre équipe de soins et c'est la prise de décision partagée. Donc, avant de sauter dans la décision partagée, on va faire une petite parenthèse sur l'approche du patient en médecine. Dans les dernières années, on a vraiment remarqué un changement de philosophie, c'est-à-dire que l'approche paternaliste a laissé place à une approche où le patient est vraiment mis dans le centre des décisions et des discussions. Quand je dis une approche paternaliste, je fais référence au fait que traditionnellement, dans la relation thérapeutique, le médecin avait le rôle de la personne qui savait et le patient avait le rôle de la personne qui suivait. Mais maintenant, dans les dernières années, on a vraiment compris que dans la relation thérapeutique, il y a deux expertises. Il y a le médecin qui est expert de la maladie et il y a vous qui êtes expert de vous-même. Et ces deux expertises vont collaborer et discuter pour arriver aux meilleures décisions. En fait, si on donnait une définition claire à la décision partagée, c'est une discussion entre le professionnel de la santé et son patient qui échangent et s'influencent mutuellement afin de prendre une décision éclairée. Le mot « éclairé » ici est particulièrement important parce que ça va faire référence à un élément vraiment clé de la décision partagée, le consentement libre et éclairé. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la présentation, mais retenez-le. Puis là, maintenant, pourquoi la décision partagée? La décision partagée, ça va présenter plusieurs avantages. Premièrement, ça va améliorer l'adhésion au traitement. C'est vous qui prenez les décisions accompagnées de votre équipe de soins, donc vous allez plus adhérer au traitement. Ça va aussi diminuer l'anxiété chez la personne parce que vous savez ce qui se passe à toutes les étapes. Ça va aussi améliorer la relation entre le patient et le professionnel. Et finalement, ça va juste améliorer globalement votre qualité de vie lors de votre parcours oncologique. Maintenant, c'est quoi les éléments clés de la démarche partagée? À la base de la démarche partagée, on retrouve une collaboration, une relation thérapeutique, en fait, entre deux expertises, comme je l'ai dit, la vôtre et celle de l'équipe médicale. Comment assurer une bonne collaboration? Chaque personne va avoir des droits et des devoirs dans la relation thérapeutique, qu'on va les explorer un peu plus. OK. Donc, vous, en tant que patient, vous avez plusieurs droits. Premièrement, bien évidemment, vous avez droit aux soins. Vous avez droit à tous les soins que nécessite votre condition médicale. Un autre droit vraiment important, c'est le droit à l'information. C'est-à-dire que vous avez droit d'avoir toutes les informations qui touchent votre condition médicale, les options thérapeutiques qui s'offrent à vous, les bénéfices possibles, les impacts possibles, etc. Puis, une petite parenthèse, ce n'est pas tous les patients qui veulent avoir la même quantité d'informations. Certaines personnes voudront tout savoir parce que ça réduit leur anxiété, d'autres ne voudront pas trop savoir parce que ça réduit leur anxiété aussi. Ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. Il suffit de savoir ce qui vous convient le mieux et vous devez savoir que vous pouvez demander la quantité d'informations qui vous convient. Aussi, il y a le droit au consentement. Ce consentement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il va être libre et éclairé. Libre de contraintes. Personne ne vous a forcé à prendre une décision. Personne ne vous a fortement influencé à prendre une décision. Et éclairé, c'est-à-dire que vous devez y voir clair, c'est-à-dire que vous devez avoir toutes les informations en main pour prendre la décision. Donc, comme vous pouvez voir, le droit à l'information est vraiment indissociable au droit au consentement. Aussi, le droit qui est à la base, en fait, de la démarche partagée, vous avez le droit de participer à la prise de décision. Vous avez le droit d'être assis à la table avec votre équipe soignante, vous pouvez discuter, parler de vos valeurs, de vos convictions, etc. Et finalement, un des droits les plus importants, le droit à la confidentialité. C'est-à-dire que tout ce que vous dites à votre équipe soignante restera entre vous et l'équipe soignante. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. Et ça permet vraiment de permettre des échanges honnêtes. Maintenant, oui, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs.
Votre principal devoir, c'est de communiquer et être honnête avec votre équipe de soins. Parce que l'équipe de soins ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre tête, elle ne peut pas deviner vos questionnements, vos craintes, etc. Donc, vous devez communiquer. N'hésitez pas à poser vos questions, partager vos convictions, vos visions des choses, ce avec quoi vous seriez capable de vivre, ce avec quoi vous seriez moins capable de vivre. Et lors des discussions, soyez honnête. Comme ça va permettre une meilleure décision partagée. Maintenant, l'équipe soignante. Le but premier de l'équipe soignante, c'est de vous soigner, bien évidemment. Le deuxième but, un autre devoir très important, en fait, c'est de vous informer. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous avez droit à l'information et l'équipe soignante, elle est là pour vous donner les informations, pour vous guider dans votre prise de décision. Cette information, ça ne va pas être n'importe quelle information. Ça va être une information qui doit être fiable, c'est-à-dire basée sur des données scientifiques, sur des lignes de conduite publiées par des communautés savantes. Ça ne peut pas juste être des opinions personnelles, etc. C'est de la science, c'est de la médecine. Cette information doit aussi être vulgarisée, parce que c'est bien beau vous donner l'information, mais si vous ne la comprenez pas, on n'est pas plus avancé. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a la même formation médicale, ce n'est pas tout le monde qui a une formation médicale, donc la vulgarisation va dépendre de votre background, à quel point vous vous y connaissez dans les termes médicaux. L'information doit aussi être adaptée à vous, à ce que vous voulez entendre, à la quantité d'informations que vous voulez entendre. Et finalement, elle doit aussi être adaptée à la temporalité de votre parcours oncologique, c'est-à-dire qu'elle doit arriver au bon moment. L'équipe de soins doit vous laisser le temps d'assimiler l'information, d'assimiler les émotions qui viennent avec l'information et vous donner l'information au moment opportun pour vous aider à prendre les décisions. Aussi, un autre devoir de l'équipe soignante, c'est de vous accompagner. Elle doit être à l'écoute, à votre écoute, à l'écoute de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, de vos inquiétudes. Elle doit accueillir vos questionnements, répondre à vos questions aussi. Elle doit valider votre compréhension à chaque étape de la démarche partagée, s'assurer que vous compreniez bien avant de prendre une décision. Et finalement, elle doit vous considérer sans jugement et vraiment vous mettre au centre de ces discussions. Maintenant, on va revenir un peu à la décision partagée. C'est ça. Une fois que le diagnostic de cancer du sein est posé, l'équipe soignante va vraiment évaluer les différentes options thérapeutiques qui s'offrent à vous en utilisant la balance bénéfice-impact. La balance bénéfice-impact, en fait, ça va prendre en compte différents éléments. Premièrement, ça va prendre en compte vos caractéristiques en tant que patient, c'est-à-dire votre état de santé, vos convictions, les informations que vous leur aurez communiquées. Ça va aussi prendre en compte les caractéristiques de la maladie, bien évidemment, dans quel type de cancer vous avez, est-ce qu'il est étendu, est-ce qu'il est agressif, etc. Ça va aussi prendre en compte les impacts possibles des traitements et les bénéfices possibles des traitements. Ici, le mot « possible » est très important parce qu'en oncologie et en médecine en général, malheureusement, il n'y a jamais de certitude. C'est une science, mais il n'y a jamais de certitude. Donc, on n'est jamais 100% certain qu'il va y avoir cet effet secondaire ou jamais 100% certain qu'il y aura ce bénéfice. Il y a toujours une part d'incertitude, puis en fait, on va jongler avec ces probabilités. Maintenant, on va revenir un peu plus en détail à la balance bénéfice-impact. Lorsqu'on parle de bénéfices en oncologie, vous allez entendre plusieurs termes différents, puis on va les définir ensemble là, pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Quand on parle de bénéfices d'un traitement oncologique, on pourrait aller chercher une régression de la maladie, c'est-à-dire une diminution de la taille ou de l'étendue du cancer dans votre corps. On pourrait aller chercher une rémission partielle, c'est-à-dire une évolution favorable de la maladie suite au traitement. L'autre étape, c'est la rémission complète, c'est-à-dire une disparition de la maladie après la complétion des traitements. Puis, finalement, il y a aussi la diminution du risque de récidive. En fait, le récidive, c'est le retour de la maladie après la complétion des traitements. Et bien évidemment, les traitements oncologiques vont permettre de diminuer ce risque de récidive. Maintenant, les impacts possibles, c'est la partie un peu moins le fun. Quand on pense aux impacts des traitements oncologiques, souvent, on va penser aux effets secondaires. On va penser à la perte de cheveux, aux nausées, vomissements, etc. Mais malheureusement, il y a d'autres impacts possibles. Par exemple, il y a des impacts psychologiques. Bien évidemment, le parcours oncologique en lui-même n'est pas facile. Si on rajoute sur ça des traitements qui ne sont pas toujours faciles sur le physique, ça peut jouer sur le moral et sur les relations. Il peut aussi avoir un impact financier. Par exemple, certaines personnes vont devoir s'absenter du travail, etc. C'est des choses à considérer aussi. Vu que les traitements oncologiques peuvent toucher différentes sphères de la vie, on va utiliser un concept plus global pour évaluer les impacts, ça va être la qualité de vie. La qualité de vie, en fait, c'est simple, c'est à quel point la vie est vécue de manière confortable, digne et agréable. La qualité de vie, ce n'est pas la même pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui aura la même tolérance pour une certaine qualité de vie. C'est à vous de vous connaître et savoir ce à quoi vous serez capable de vivre et avec quoi vous ne seriez pas capable de vivre. Une fois que les options thérapeutiques ont été évaluées grâce à la balance bénéfice-impact, l'équipe thérapeutique va vous présenter les différentes options qui s'offrent à vous. Ça, c'est le moment où on va échanger les informations. Donc, elle va devoir vous donner des explications par rapport au traitement qui s'offre à vous, par rapport à la réflexion qui les a menés à proposer ces traitements, ou si elle va vous donner des informations par rapport aux bénéfices possibles et aux impacts possibles.
Aussi, elle va être là pour vous faire des recommandations. Sans forcément vous influencer vers une décision, elle sera là pour vous dire ce qu'elle pense serait le mieux pour vous. Et finalement, on va débuter avec une première conférence. Je vous l'ai mentionné en ouverture, cette année, la thématique du forum porte sur l'importance de l'évaluation de la balance bénéfice-impact. Donc ça, c'est un équilibre très délicat qu'il faut considérer à toutes les étapes de la trajectoire de soins. L'objectif de notre présentation, ce sera de voir les différents éléments qui pèsent dans la balance et de souligner l'importance du dialogue et de la collaboration entre le patient et son équipe de soins pour cheminer vers des décisions partagées. Je vous invite à accueillir Nabil Amraoui, médecin résident et bénévole à la Fondation, qui va démystifier tout cela pour nous. Nabil. merci. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? OK, d'accord. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Nabil, c'est ça, médecin résident. Moi, je suis ici pour vous parler de la prise de décision partagée. En fait, dans le parcours de vie, dans le parcours oncologique d'une personne atteinte de cancer, ce parcours va être jalonné de prises de décision qui vont être la source de préoccupations majeures, bien évidemment. Heureusement, la personne, vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Vous allez être accompagné, guidé et conseillé par votre équipe de soins et c'est la prise de décision partagée. Donc, avant de sauter dans la décision partagée, on va faire une petite parenthèse sur l'approche du patient en médecine. Dans les dernières années, on a vraiment remarqué un changement de philosophie, c'est-à-dire que l'approche paternaliste a laissé place à une approche où le patient s'est vraiment mis dans le centre des décisions et des discussions. Quand je dis une approche paternaliste, je fais référence au fait que traditionnellement, dans la relation thérapeutique, le médecin avait le rôle de la personne qui savait et le patient avait le rôle de la personne qui suivait. Mais maintenant, dans les dernières années, on a vraiment compris que dans la relation thérapeutique, il y a deux expertises. Il y a le médecin qui est expert de la maladie et il y a vous qui êtes expert de vous-même. Et ces deux expertises vont collaborer et discuter pour arriver aux meilleures décisions. En fait, si on donnait une définition claire à la décision partagée, c'est une discussion entre le professionnel de la santé et son patient qui échangent et s'influencent mutuellement afin de prendre une décision éclairée. Le mot « éclairé » ici est particulièrement important parce que ça va faire référence à un élément vraiment clé de la décision partagée, le consentement libre et éclairé. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la présentation, mais retenez-le. Puis là, maintenant, pourquoi la décision partagée? La décision partagée, ça va présenter plusieurs avantages. Premièrement, ça va améliorer l'adhésion au traitement. C'est vous qui prenez les décisions accompagnées de votre équipe de soins, donc vous allez plus adhérer au traitement. Ça va aussi diminuer l'anxiété chez la personne parce que vous savez ce qui se passe à toutes les étapes. Ça va aussi améliorer la relation entre le patient et le professionnel. Et finalement, ça va juste améliorer globalement votre qualité de vie lors de votre parcours oncologique. Maintenant, c'est quoi les éléments clés de la démarche partagée? À la base de la démarche partagée, on retrouve une collaboration, une relation thérapeutique, en fait, entre deux expertises, comme je l'ai dit, la vôtre et celle de l'équipe médicale. Comment assurer une bonne collaboration? Chaque personne va avoir des droits et des devoirs dans la relation thérapeutique, qu'on va les explorer un peu plus. OK. Donc, vous, en tant que patient, vous avez plusieurs droits. Premièrement, bien évidemment, vous avez droit aux soins. Vous avez droit à tous les soins que nécessite votre condition médicale. Un autre droit vraiment important, c'est le droit à l'information. C'est-à-dire que vous avez droit d'avoir toutes les informations qui touchent votre condition médicale, les options thérapeutiques qui s'offrent à vous, les bénéfices possibles, les impacts possibles, etc. Puis, une petite parenthèse, ce n'est pas tous les patients qui veulent avoir la même quantité d'informations. Certaines personnes voudront tout savoir parce que ça réduit leur anxiété, d'autres ne voudront pas trop savoir parce que ça réduit leur anxiété aussi. Ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. Il suffit de savoir ce qui vous convient le mieux et vous devez savoir que vous pouvez demander la quantité d'informations qui vous convient. Aussi, il y a le droit au consentement. Ce consentement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il va être libre et éclairé. Libre de contraintes. Personne ne vous a forcé à prendre une décision. Personne ne vous a fortement influencé à prendre une décision. Et éclairé, c'est-à-dire que vous devez y voir clair, c'est-à-dire que vous devez avoir toutes les informations en main pour prendre la décision. Donc, comme vous pouvez voir, le droit à l'information est vraiment indissociable au droit au consentement. Aussi, le droit qui est à la base, en fait, de la démarche partagée, vous avez le droit de participer à la prise de décision. Vous avez le droit d'être assis à la table avec votre équipe soignante, vous pouvez discuter, parler de vos valeurs, de vos convictions, etc. Et finalement, un des droits les plus importants, le droit à la confidentialité. C'est-à-dire que tout ce que vous dites à votre équipe soignante restera entre vous et l'équipe soignante. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. Et ça permet vraiment de permettre des échanges honnêtes. Maintenant, oui, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs.
Votre principal devoir, c'est de communiquer et être honnête avec votre équipe de soins. Parce que l'équipe de soins ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre tête, elle ne peut pas deviner vos questionnements, vos craintes, etc. Donc, vous devez communiquer. N'hésitez pas à poser vos questions, partager vos convictions, vos visions des choses, ce avec quoi vous seriez capable de vivre, ce avec quoi vous seriez moins capable de vivre. Et lors des discussions, soyez honnête. Comme ça va permettre une meilleure décision partagée. Maintenant, l'équipe soignante. Le but premier de l'équipe soignante, c'est de vous soigner, bien évidemment. Le deuxième but, un autre devoir très important, en fait, c'est de vous informer. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous avez droit à l'information et l'équipe soignante, elle est là pour vous donner les informations, pour vous guider dans votre prise de décision. Cette information, ça ne va pas être n'importe quelle information. Ça va être une information qui doit être fiable, c'est-à-dire basée sur des données scientifiques, sur des lignes de conduite publiées par des communautés savantes. Ça ne va pas juste être des opinions personnelles, etc. C'est de la science, c'est de la médecine. Cette information doit aussi être vulgarisée, parce que c'est bien beau vous donner l'information, mais si vous ne la comprenez pas, on n'est pas plus avancé. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a la même formation médicale, ce n'est pas tout le monde qui a une formation médicale, donc la vulgarisation va dépendre de votre background, à quel point vous vous y connaissez dans les termes médicaux. L'information doit aussi être adaptée à vous, à ce que vous voulez entendre, à la quantité d'informations que vous voulez entendre. Et finalement, elle doit aussi être adaptée à la temporalité de votre parcours oncologique, c'est-à-dire qu'elle doit arriver au bon moment. L'équipe de soins doit vous laisser le temps d'assimiler l'information, d'assimiler les émotions qui viennent avec l'information et vous donner l'information au moment opportun pour vous aider à prendre les décisions. Aussi, un autre devoir de l'équipe soignante, c'est de vous accompagner. Elle doit être à l'écoute, à votre écoute, à l'écoute de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, de vos inquiétudes. Elle doit accueillir vos questionnements, répondre à vos questions aussi. Elle doit valider votre compréhension à chaque étape de la démarche partagée, s'assurer que vous compreniez bien avant de prendre une décision. Et finalement, elle doit vous considérer sans jugement et vraiment vous mettre au centre de ces discussions. Maintenant, on va revenir un peu à la décision partagée. Une fois que le diagnostic de cancer du sein est posé, l'équipe soignante va vraiment évaluer les différentes options thérapeutiques qui s'offrent à vous en utilisant la balance bénéfice-impact. La balance bénéfice-impact, en fait, ça va prendre en compte différents éléments. Premièrement, ça va prendre en compte vos caractéristiques en tant que patient, c'est-à-dire votre état de santé, vos convictions, les informations que vous leur aurez communiquées. Ça va aussi prendre en compte les caractéristiques de la maladie, bien évidemment, dans quel type de cancer vous avez, est-ce qu'il est étendu, est-ce qu'il est agressif, etc. Ça va aussi prendre en compte les impacts possibles des traitements et les bénéfices possibles des traitements. Ici, le mot « possible » est très important parce qu'en oncologie et en médecine en général, malheureusement, il n'y a jamais de certitude. C'est une science, mais il n'y a jamais de certitude. Donc, on n'est jamais 100% certain qu'il va y avoir cet effet secondaire ou jamais 100% certain qu'il y aura ce bénéfice. Fait qu'il y a toujours une part d'incertitude. Puis, en fait, on va jongler avec ces probabilités. Maintenant, on va revenir un peu plus en détail à la balance bénéfice-impact. Lorsqu'on parle de bénéfices en oncologie, vous allez entendre plusieurs termes différents, puis on va les définir ensemble là, pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Quand on parle de bénéfices d'un traitement oncologique, on pourrait aller chercher une régression de la maladie, c'est-à-dire une diminution de la taille ou de l'étendue du cancer dans votre corps. On pourrait aller chercher une rémission partielle, c'est-à-dire une évolution favorable de la maladie suite au traitement. L'autre étape, c'est la rémission complète, c'est-à-dire une disparition de la maladie après la complétion des traitements. Puis, finalement, il y a aussi la diminution du risque de récidive. En fait, la récidive, c'est le retour de la maladie après la complétion des traitements. Et bien évidemment, les traitements oncologiques vont permettre de diminuer ce risque de récidive. Maintenant, les impacts possibles, c'est la partie un peu moins le fun. Quand on pense aux impacts des traitements oncologiques, souvent, on va penser aux effets secondaires. On va penser à la perte de cheveux, aux nausées, vomissements, etc. Mais malheureusement, il y a d'autres impacts possibles. Par exemple, il y a des impacts psychologiques. Bien évidemment, le parcours oncologique en lui-même n'est pas facile. Si on rajoute sur ça des traitements qui ne sont pas toujours faciles sur le physique, ça peut jouer sur le moral et sur les relations. Il peut aussi avoir un impact financier. Par exemple, certaines personnes vont devoir s'absenter du travail, etc. C'est des choses à considérer aussi. Vu que les traitements oncologiques peuvent toucher différentes sphères de la vie, on va utiliser un concept plus global pour évaluer les impacts, ça va être la qualité de vie. La qualité de vie, en fait, c'est simple, c'est à quel point la vie est vécue de manière confortable, digne et agréable. La qualité de vie, ce n'est pas la même pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui aura la même tolérance pour une certaine qualité de vie. C'est à vous de vous connaître et savoir ce à quoi vous serez capable de vivre et avec quoi vous ne seriez pas capable de vivre. Une fois que les options thérapeutiques ont été évaluées grâce à la balance bénéfice-impact, l'équipe thérapeutique va vous présenter les différentes options qui s'offrent à vous. Ça, c'est le moment où on va échanger les informations. Donc, elle va devoir vous donner des explications par rapport au traitement qui s'offre à vous, par rapport à la réflexion qui les a menés à proposer ces traitements. Aussi, elle va vous donner des informations par rapport aux bénéfices possibles et aux impacts possibles.
Aussi, elle va être là pour vous faire des recommandations. Sans forcément vous influencer vers une décision, elle sera là pour vous dire ce qu'elle pense serait le mieux pour vous. Et finalement, elle est là pour vérifier la compréhension, ce qui est très important. Donc, à chaque étape, elle doit s'assurer que vous comprenez les enjeux, vous comprenez les différentes informations qu'elle vous communique. Vous, de votre côté, vous allez recevoir l'information. Qu'est-ce qui est particulièrement important, c'est de vous donner du temps. Donner du temps pour assimiler l'information parce qu'on reçoit beaucoup d'informations d'un coup. C'est de la médecine, c'est des traitements, etc. Donc déjà, ça peut être difficile à assimiler. Mais aussi, prenez le temps d'assimiler les émotions qui viennent avec ces informations parce que ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles. C'est souvent chargé en émotions. Donc, donnez-vous le temps. Donnez-vous aussi le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi les impacts? C'est quoi les bénéfices, les pour et les contre? OK? Puis, qu'est-ce qui est particulièrement important, c'est que vous pouvez vous engager au niveau qui vous convient dans la relation thérapeutique. Comme je l'ai dit, la décision partagée, c'est un échange entre deux expertises. Certaines personnes vont vouloir occuper vraiment un rôle actif, c'est-à-dire être là, prendre des décisions, prendre part aux discussions. D'autres personnes vont vouloir un rôle un peu plus passif parce que ça va diminuer leur anxiété, préfèrent laisser les rênes à l'équipe soignante. Les deux sont tout à fait valables, ça dépend de votre personnalité. L'important, c'est de se connaître et de la communiquer à l'équipe de soins. Maintenant, le temps de la décision est venu une fois qu'on vous a présenté les différentes options thérapeutiques. Comment savoir, en fait, si vous faites la bonne décision? Quelle est la bonne décision, en fait? La bonne décision, c'est simple, c'est la décision qui est la vôtre, qui est en adéquation avec vos valeurs, vos convictions, ce qui est important pour vous. Maintenant, c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a toujours une part d'incertitude en médecine. Il y a toujours une incertitude sur les bénéfices, sur les impacts possibles. Maintenant, comment vivre avec cette incertitude? Comment savoir que vous prenez la bonne décision malgré l'incertitude qui règne en oncologie?